Carrière vous est offert par Orange. Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité. Orange. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. C'est le magazine le plus attendu sur la télévision camerounaise qui commence maintenant sur votre chaîne de télévision. Mesdames, Messieurs, nous allons pendant 52 minutes vous aider à construire votre carrière en vous présentant des parcours réussis, susceptibles de vous inspirer travail, courage et réussite. Mais encore, vous allez voir comment les jeunes Camerounais entreprennent et aussi renforcer vos capacités à travers le coaching. Installez-vous pour découvrir d'abord en images le sommaire de cette édition. C'est en compagnie de Merveline Tapi. Bienvenue dans votre magazine Carrière. De la mode pour ouvrir cette édition. Des chaussures made in Cameroun, c'est le rêve du jeune Frédéric Camteau devenu réalité. Cet ancien mannequin vous propose désormais sa ligne de chaussures Mr. Black, taillée sur mesure pour le plus grand confort de vos pieds. Et pour immortaliser ces belles créations, nous ferons appel au génie créatif de William Sai, photographe professionnel. Il est parmi les meilleurs photographes que compte le pays en ce moment. Un métier qu'il nous présente sur tous ses clichés. Avocate au barreau de Paris et du Cameroun, notre invitée est également professeure en droit des affaires. Elle préside de nombreuses associations professionnelles ou caritatives. Mère de famille comblée, Marie-Claude Edjan est une femme d'exception dont le parcours jonché d'échecs et de réussites force l'admiration. Elle se raconte dans notre rubrique Success Story. C'était le sommaire. Installez-vous, nous commençons tout de suite.
Le jeune Camerounais que nous découvrons dans la rubrique Initiative est un ancien mannequin qui a décidé de se lancer dans la fabrication de chaussures avec des amis en choisissant des matériaux locaux mais surtout en travaillant l'adaptabilité de ses produits. Il est donc dans le Made in Cameroun pour ce qui est de vos chaussures. Sa marque, c'est Mr Black. Lui, c'est Frédéric Camteau. Une initiative que nous avons jugée pertinente et que je vous invite à découvrir. Alors, bienvenue à l'équipe de carrière. Je suis Frédéric Camteau. Je suis copromoteur de la ligne de chaussures et de vêtements Mr Black, qui est une ligne de chaussures 100% camerounaise, comme vous pouvez le voir. Une entreprise, ce n'est pas qu'une seule personne. Je vais de ce pas vous présenter des personnes avec qui on travaille au quotidien. Déjà, Constant de Valère Bounia, qui est le responsable logistique, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est logistique. Notre responsable du showroom, qui est monsieur Jules Tala. Je ne vais pas oublier mon copromoteur, monsieur Abraham Fongan, qui est actuellement dans les ateliers, vous l'aurez tout à l'heure. Et ainsi que toutes les mains qui au quotidien façonnent ces choses que vous qualifiez de plus en plus de jolies. Sans oublier les personnes qui assurent notre survie, notre vie sur les réseaux sociaux et sur Internet, Jules et Vincent. Salut à vous les gars. Mr Black naît d'initiative de deux jeunes Camerounais qui déjà fréquentaient le milieu mode en tant que mannequin, et on a accompagné des créateurs. Pendant qu'on les accompagnait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais qu'il était très peu exploité. En fait, qu'il était mal managé. Et sur une opportunité, on s'est dit que c'était l'occasion de se lancer. On s'est formé et on a lancé la bouteillerie. La particularité de la ligne Mr Black, elle est épurée. Nous la voulons classe. Et maintenant, nous la pensons aussi solide, tropicalisée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur des reliefs et de la boue de chez nous. Maintenant, notre esprit de Camerounais ayant vécu dans les sous-quartiers et dans les milieux chics à la fois nous ont permis de faire évoluer cette ligne-là vers ce qu'on a appelé le simple, robuste et chic. On se procure la matière première sur les marchés internationaux. Pourquoi est-ce qu'on ne se la procure pas sur le marché local? Tout simplement parce que le cuir, il y a des normes. Il y a des normes. On a des tanneurs ici qui ne respectent pas encore les normes. Ce bébé, c'est du velours. On utilise le cuir. On utilise le non-book, ce qu'on appelle vulgairement le daim. On utilise aussi toutes sortes de textiles, des tissus, du pain, de la peau de python. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Venez Camo, pour de gros coups sur la chaussée. Je suis congolais, tu vois, je veux dire. Normatisé. Lorsque je marche dans la rue, des fois on reconnaît mes chaussures. Pas forcément moi. Donc je marche et quelqu'un, il a une Mr Black, j'ai vu cette chaussure l'autre jour. Ça veut dire nos lignes sont déjà connues. Le nom est connu. Maintenant, en termes de réalisation matérielle, on a ce petit espace qu'on a pu modestement réaliser déjà. On a des ateliers qui fonctionnent déjà. On a au moins une vingtaine de personnes qui vivent de ce que nous produisons au quotidien. On pense qu'on peut commencer à être fier. On a participé à pas mal d'événements comme le Forum des métiers de la mode, qui est un très beau tampon pour des jeunes qui veulent se niveler aux normes internationales comme nous. On a fait récemment le salon du mariage. On a fait le Tukin Fashion Show, c'est à l'occasion de la sortie de ses apprenants, la grande créatrice Tuki, qui nous a fait l'honneur de porter aussi nos chaussures. Mannequin pied chez Chanel. On est en train de préparer l'un des plus grands shows en termes d'événements de mode show au Cameroun, l'annuel show. Et le meilleur reste à venir.
la toute première, c'est déjà de se lancer. Parce que on a souvent 1 milliard d'idées, mais faire la première pierre, c'est souvent le plus difficile. Après, maintenant, il y a l'implémentation, faire évoluer la qualité, parce que ce que nous on fait aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on produisait il y a 2 ans. Maintenant, il faut faire changer les mentalités aussi. Les gens, à un moment, apprécient bien que, ah ouais, il y a des Camerounais qui font des chaussures, mais ne sont pas prêts à les mettre. Il faut qu'ils puissent comprendre que leurs frères sont capables de faire des choses de qualité. Maintenant, le sempiternel problème de finances, il reviendra toujours, mais ce n'est pas ce qui va nous arrêter, parce qu'on est sûr qu'à terme, on pourra, ne serait-ce qu'en grandissant, faire grandir l'entreprise, et on attire déjà pas mal de personnes qui voudraient bien nous accompagner. Donc, ça viendra. Nos attentes vis-à-vis des tiers, que sont les clients, les établissements bancaires et l'État. On va aller chronologiquement. Avec nos clients, nous, on veut qu'ils soient satisfaits. C'est pour ça qu'on se remet perpétuellement en question. Maintenant, vis-à-vis des partenaires financiers, on veut bien, on sait qu'on a la capacité de grandir. Si on a 20 millions de Camerounais, si on en chausse seulement le centième, ce sera déjà beaucoup. On a un grand voisin qui est le Nigeria, qui a 100 millions d'âmes, dont on peut facilement pénétrer le marché. On ne demande que ça, grandir, donner notre contribution à l'économie de notre pays, tant en image de marque qu'en rentrant des devises. C'est très très important que les devises qu'on a, le peu qu'on travaille, que ça tourne dans le pays, plutôt que de sortir massivement vers l'Asie, où forcément les produits ne sont pas toujours de qualité, ou vers l'Europe, où forcément les produits ne sont pas toujours pensés pour nous. Vis-à-vis de l'État, l'État nous donne déjà le cadre géographique, on remercie, le cadre légal, parce que somme toute, il est déjà quand même un peu plus facile de créer une entreprise au Cameroun. Maintenant, il y a beaucoup d'accompagnement sur les startups, mais on voit beaucoup plus les startups qui font dans l'informatique. Alors que dans ce qu'on appelle la théorie de l'avantage comparatif, ce n'est pas sûr qu'on peut concurrencer l'Inde avec l'informatique. C'est bien, on va pas dormir, on va pas ne pas se développer sur ce plan-là, mais il faut penser aussi aux produits, aux entreprises à haute capacité de main-d'œuvre. Parce que pour produire 10 chaussures, il faut au moins une dizaine de personnes qui travaillent. Les chaussures, c'est une activité dont la part de la machine ne peut pas dépasser un certain pourcentage. Surtout quand on est dans le handmade, parce que ces chaussures sont labellisées handmade. Elles sont cousues à la main. À court terme, on voulait faire vivre cette entreprise. Faire vivre l'entreprise veut dire déjà assumer le quotidien des personnes qui travaillent pour l'entreprise. Je pense que petit à petit, ça se fait. À moyen terme, on voudrait s'affirmer comme opérateur économique au Cameroun, pour que des gens comprennent qu'il y a beaucoup de métiers, que forcément tout le monde ne sera pas avocat, comptable, médecin, et qu'on puisse réussir dans la bouterie, faire connaître notre savoir-faire. À long terme, on se voit en train d'inonder le monde de notre création, que ce soit les chaussures, que ce soit les costumes, que ce soit les parfums, les montres, tout est fabriqué au Cameroun avec la valeur ajoutée camerounaise, en faisant tourner un tant soit peu notre économie. Le conseil que je vais donner à mes jeunes frères, c'est de croire en eux et penser que vous ne pourrez que réussir, avoir la foi en ce que vous faites. Si vous êtes jugé à votre capacité lorsque vous êtes un poisson à grimper à un arbre, vous serez forcément mis derrière, alors que vous êtes un très grand nageur. Croyez en vous, pensez à ce que vous avez les capacités de faire. Faites une introspection, découvrez-vous et vous ne pourrez que réussir. Voilà, aujourd'hui, vous tous comme moi avez, grâce à votre appareil photo,
évolution technologique aidant et la numérisation, décidé d'être des photographes. Mais savez-vous que vous êtes des amateurs à côté de véritables professionnels qui, eux, prennent en compte les angles de prise de vue, la balance de lumière, le cadrage, les paysages et d'autres éléments encore. Le professionnel de la photographie, pris en image dans cette édition de Carrière, c'est William Say qui va nous décrire ce métier, nous parler de ses bons et mauvais côtés, surtout vous aider à devenir, vous qui le souhaitez, des photographes professionnels. Suivons attentivement le métier du mois dans Carrière. La photographie, c'est l'art en fait, c'est de l'art transmis à travers des émotions, des clichés et des sensibilités en fait. Ma principale motivation vient beaucoup de la musique en fait, parce que la musique que j'écoute déjà me permet de ressentir et de visionner ce que je veux dans ma tête, c'est-à-dire déjà quand je viens faire un shoot, j'essaye de voir dans quelle mesure je veux ressortir quelque chose que j'ai déjà pensé dans ma tête. La journée d'un photographe professionnel comme moi, déjà de 1, et beaucoup de retouches photos, beaucoup de shooting. Je passe mon temps à plus faire des recherches. Le souci des détails aussi vient du fait que moi, déjà comme personne, j'aime bien faire des choses. Quand je me lance à faire un projet, j'aime vraiment bien aller vraiment au détail, c'est-à-dire parce que les détails surtout comptent. Parce que quand tu n'as pas ces détails-là, tu n'as pas le résultat que tu souhaites avoir à la fin. Je dirais d'abord déjà de savoir lier la lumière. Mais déjà, ça commence par beaucoup de choses. C'est essayer d'avoir les techniques de base pour te permettre de créer ton petit côté artistique. Moi, particulièrement, j'ai appris en autodidacte, en fait. Je n'ai pas appris à l'école, donc je me suis formé seul. Déjà, je trouve qu'il y a déjà très peu d'écoles de formation et très peu d'ateliers de formation en photographie. Pour se lancer, déjà, il faut minimum 200 000 francs. Déjà pour acheter un réflexe. Je fais très peu de formation. Ce que je fais, c'est chaque fois, quand il y a des jeunes qui veulent faire de la photographie ou qui sont fans de mon boulot, tout ce que je fais simplement, c'est de leur dire tiens, achète-toi un appareil, achète-toi un réflecteur. Ça, c'est la base. Tu commences avec ces deux choses. Si tu arrives à comprendre le réflecteur, tu comprendras beaucoup de choses. Après, tu peux t'équiper doucement parce que déjà, l'équipement coûte extrêmement cher. Les qualités d'un bon professionnel, c'est de savoir qu'il faut apprendre tous les jours. C'est-à-dire qu'on apprend de tout, on apprend de chaque situation et on apprend aussi de partager avec des gens. Et il ne peut pas avoir de contraintes si tu regardes à travers l'objectif. Mais si tu es en train de shooter, parfois il peut arriver que tu aies mal au dos et tout. Et il faut se faire masser en fait. Si tu ne te fais pas masser, il y aura des soucis, tu peux avoir des soucis de dos et une manière arriver d'en avoir. Et surtout si tu shootes beaucoup en fait. C'est se lever tous les jours et dire on va vivre de la photographie. Et avec notre situation du Cameroun qui n'est pas très favorable aux nouveaux métiers, qui parfois suscite que des gens se posent des questions de savoir pourquoi est-ce qu'une photo va coûter 10 000, pourquoi est-ce qu'une photo va coûter 50 000. Pourtant, je peux aller à l'avenue Kennedy, on me fait claque et tout. Mais tout ça, ça mène à se poser des questions sur le métier en fait. Donc moi je me dis, comment est-ce que
on devient photographe du moins? Comment est-ce qu'on devient? C'est déjà de s'informer par rapport au métier et de voir les bases, parce qu'avec les bases, sans les bases, tu ne peux pas réellement atteindre un niveau assez professionnel. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois, la vie t'appartient. C'est un très beau métier en fait. Je crois que c'est le plus beau métier du monde. C'est-à-dire, j'ai la chance de voir des femmes tous les jours. J'ai la chance déjà de côtoyer des gens que je n'espérais pas voir et tout, parce que bon, ils viennent vers toi parce que tu fais un travail bien et tout. Moi je dis, si je gagne forcément ma vie aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai commencé la photographie il y a 3 ans, c'est parce que j'ai commencé à travailler il y a très longtemps et ça m'a donné de l'expérience, ça m'a donné de quoi faire. En fait, ça m'a donné cette façon de mieux trouver mon chemin, comment appréhender des choses, comment se faire de l'argent, comment s'établir dans un domaine où beaucoup de gens ne sont pas encore très présents en fait. Le minimum quand même c'est dans les 50 000, 50 en montant. Quand je dis le minimum, c'est que parfois il y a peut-être quelqu'un qui veut faire juste une simple photo. Après il y a des projets, mais la plupart du temps on pose plus sur des projets que des photos personnelles en fait. C'est ça qui nous permet d'exister. Bon, je dirais, oui, je vis de la photographie aujourd'hui parce que j'arrive à employer des gens. Bon, mon salaire à moi, je ne peux pas quantifier parce que tout mon salaire va sur mes appareils photo. Mes appareils photo coûtent un minimum 1 million, 2 millions. Donc forcément, ça va là-dedans. Il y a beaucoup de métiers que la photographie crée en quelque sorte. C'est-à-dire, ça crée déjà, ça te donne la possibilité d'être un directeur artistique. Ça te donne la possibilité d'être critique de mode. Donc, ça te donne la possibilité de pouvoir coacher des mannequins, de pouvoir former des mannequins. Ça te donne la possibilité de suivre des jeunes qui veulent être photographes ou de former en fait. Donc, il y a beaucoup de possibilités en fait. Si je dois conseiller un jeune qui veut débuter dans la photographie, je le dirais juste d'acheter déjà d'abord un appareil photo. Mais déjà aussi, c'est de pratiquer en fait. Il faut faire des choses parce qu'on aime. On ne fait pas parce qu'on voit l'autre le faire. Le secret de la réussite en fait, c'est de faire quelque chose avec amour. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. We will all love to carry out our mobile payment transactions whenever we want. With the Orange Money application available on Google Play, you can perform your transactions with incredible ease. Do your money transfer with total simplicity. Do your shopping in partner shops and supermarkets. Pay your bills at any time without moving. Manage your bank account anywhere and at any time. Buy airtime for yourself and for your Orange contacts. It's all about what matters to you. Orange.
Notre invité de la rubrique Success Story est une personnalité camerounaise qui fait la fierté du continent africain à Paris. Elle a toujours rêvé de devenir enseignante, un rêve devenu réalité, puisqu'aujourd'hui elle est professeure en droit des affaires. Il faut savoir qu'elle a complété cette quête de savoir avec des formations en linguistique, mais également une formation postdoctorale dans des universités américaines. Femme engagée dans le domaine caritatif, déterminée et passionnée pour sa carrière professionnelle, elle dirige à Paris un cabinet qui porte son nom, alors même qu'elle est membre du Conseil de l'Ordre de Paris, membre du barreau du Cameroun et de France. Marie-Claude Jean est notre invitée, je vous l'ai dit, de la rubrique Success Story. C'est Jean-Paul Tchomdou qui l'a rencontrée à Paris. Voici l'entretien portrait qu'elle nous accorde. Découvrons cette trajectoire. Marie-Claude est l'aînée d'une famille de 6 enfants et on avait pour parents 2 éducateurs parce que papa était professeur de français et maman professeur de psychopédagogie. Et en tant qu'aîné, papa a passé son temps à lui donner certaines responsabilités. Donc dès le bas âge, nous avons eu pour mère Marie-Claude, c'est elle qui nous amenait à l'école. Elle nous surveillait à l'école et elle surveillait nos devoirs. Au-delà de grande sœur, mais elle était aussi très gentille. Marie-Claude, c'est un exemple de grande sœur. Elle est toujours prête à te défendre, toujours prête à te donner des conseils, toujours prête à te dorloter. Je ne la changerai pour rien au monde. Je m'appelle Marie-Claude Jean, je suis née au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, à la maternité Tanière. J'ai une quarantaine d'années. Mes parents enseignaient à Zeta, mon père il était prof au CES et ma mère elle était institutrice. C'est à Konolinga que j'ai fait mon école maternelle. Mes parents, ils ont été affectés en Bouddha et c'est en Bouddha que j'ai fait la CIL, et particulièrement à l'école Jules Ferry. Après Bouddha, ils ont été affectés à niveau à Yaoundé. Et à Yaoundé, justement, où j'ai fini mon école primaire et je l'ai fait entre 3 établissements. Donc j'ai d'abord fait quelques mois à l'école primaire du plateau. Donc on habitait les 3 maisons là qui sont dans l'enceinte du lycée général Leclerc parce qu'il était en charge de la gestion de l'internat. Ensuite, j'ai fait l'école primaire du camp Genet et j'ai fini donc mon école primaire donc, à l'école publique de Bieux-Massy. J'ai fait 7 ans au lycée Leclerc, de la 6e en terminale, ça s'est très bien passé. Je garde de très bons souvenirs d'ailleurs des lycées et que certains qui étaient mes bons amis au lycée le sont restés jusqu'à ce jour. À l'époque, on avait beaucoup de profs qui étaient des coopérants. J'avais quelques matières comme ça qui me passionnaient, notamment les mathématiques. J'étais une très bonne élève en maths. J'avais le français et en terminale, j'ai eu aussi l'amour de la philosophie. Nous, on avait ce qu'on appelle des bandes d'études. On appelait ça le boileau, je ne sais pas si vous connaissez. Et on était vraiment très studieux, très sérieux. C'est-à-dire on arrivait vraiment à 8 h le matin. On bossait, on revisait les cours, on s'aidait les uns les autres. Il y a aussi un souvenir malheureux qui m'a marqué, c'est que j'avais resté mon BPC alors que j'étais une très bonne élève. Je l'ai eu étant en seconde. Et ça m'avait vraiment marqué parce que j'avais vu des élèves beaucoup moins bons qu'il avait eu. Et c'était mon premier échec et l'unique d'ailleurs que j'ai eu au lycée. Et voilà. À l'époque, je voulais faire sociologie et mon père m'a dit, vu ton tempérament, je pense que les études de droit t'iraient bien. Donc il m'a dit, va en fac de droit, si ça ne marche pas, je te laisserai faire ce que tu veux. Donc après, je suis allée à Ngouekele où j'ai fait ma première année de droit. J'ai eu donc mon DEG au Cameroun. Ensuite, je suis venue à Lyon où j'ai fait ma licence de droit. Et c'est une année quand même qui m'a beaucoup marquée parce que c'est la seule classe que j'ai eu à reprendre dans ma vie. J'ai raté 2 fois ma licence. Et il y a une anecdote, pendant que je pleure mon échec au métro, je tombe sur une folle au métro qui vient, qui m'accueille, qui me dit « il ne faut pas pleurer, hein, il faut faire comme moi je suis sûre de moi. Hein. »
On va dire qu'un malheur pour un bien, parce qu'après j'ai eu des très très bonnes notes dans des disciplines de base qui m'ont permis ensuite d'être sélectionnée pour le 2A de droit des affaires que j'ai fait, qui était très élitiste. Après ma maîtrise, je suis allée faire un séjour linguistique à Berkeley, aux États-Unis. Et après, finalement, j'ai décidé de revenir tenter ma chance à Lyon. Si jamais on me prend en 2A pour faire un doctorat, tant mieux. Je reste en France. Si jamais on ne me prenait pas, je repartais continuer ce que j'avais commencé aux États-Unis. Et en arrivant à Lyon, j'ai été retenue pour le 2A de droit des affaires et celui de finances publiques et fiscalité. Par contre, j'avais été mise sur liste d'attente. Et ça a été tellement un bonheur de voir mon nom inscrit sur cette liste. Et après, j'ai fait ma thèse de doctorat et un 3e cycle de finance. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Lorsque je suis arrivée à Lyon, je parlais très très bien français, mais il se trouve qu'il y a 1 ou 2 profs en amphi que je n'arrivais pas à suivre. Aujourd'hui, je me demande toujours comment je fais. Ça veut dire quand même que c'est comme quand on est avec l'anglais, hein, quand on n'est pas bilingue et qu'il y a certaines personnes qu'on écoute, on se rend compte que l'accent parfois joue un tour. Donc, ce qui a permis, c'est la détermination. Parce que ça n'a pas été facile. J'y ai cru après 2 échecs, même j'ai peut-être eu envie d'abandonner, mais j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me soutenait, qui m'encourageait. Et je me rappelle quand j'ai raté ma licence à l'oral, mon père à l'époque, il y avait des problèmes d'argent au Cameroun, etc. Un jour, je rentre comme ça d'un petit boulot, je trouve qu'on m'a envoyé un mandat du Cameroun et j'appelle, ma mère me dit « Ah, ton père t'a envoyé des sous, il veut que tu viennes passer Noël avec nous ». Alors j'ai eu peur, je me suis dit est-ce qu'il est malade et tout ça, il m'a dit non. Et donc quand je suis revenue du Cameroun en Noël 94, où j'ai vu mon père qui m'a rappelé qu'il croyait en moi et qu'il ne faudrait surtout pas que je doute de moi parce que j'ai eu un échec ou 2 et qu'il sera toujours là, etc. Je suis revenue requinquée et je n'ai plus jamais raté jusqu'à la fin. Voilà. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi. Quand j'étais à Lyon, j'ai fait plus nounou et garde de personnes âgées. Ensuite, quand je suis arrivée à Lyon, après, je voulais faire autre chose qui avait trait à ma formation. Lyon, c'était trop petit, donc je ne trouvais pas. Et j'avais fait quelques stages déjà à Paris en entreprise. Donc, je suis venue à Paris, j'ai postulé pour un boulot dont j'ai eu un boulot de juriste conseil d'entreprise où je gérais un portefeuille de PME dans un cabinet de gestion et de conseil. Ce boulot m'a beaucoup marqué parce que dans l'entreprise, il y avait une des dames notamment qui n'était pas contente qu'on m'ait recruté. Mais j'avais un bon contact avec les clients qui m'appréciaient et donc je garde de cette expérience que la compétence, croire en soi, c'est un vrai challenge. Donne-moi mieux qu'un jour de plus à tenir. Mon parcours professionnel a commencé pendant que je rédigeais ma thèse de doctorat. Donc j'ai fait juriste conseil d'entreprise pendant que je rédigeais ma thèse parce que après j'ai fait mon 3e cycle de finance toujours parallèlement. Après j'ai dû tout arrêter pour terminer ma thèse pendant 2 ans. À la dernière année de ma thèse, je suis allée à l'école d'avocat parce que c'est justement dans les 2 ans là que j'ai eu envie de faire avocat. Ma thèse, c'était un droit financier comparé Europe et Amérique. Il m'avait manqué l'aspect Afrique. Or, mon directeur de thèse ne s'y connaissait pas. Donc, je me suis dit, dans le cadre de mon postdoc, je vais compléter cet aspect-là pendant que je préparerai le barreau américain ou dès que j'ai le barreau américain. Donc, j'ai commencé, etc. Au bout d'1 an aux États-Unis, c'est-à-dire, je suis arrivée en 2005. Et en 2006, j'ai eu un souci au Cameroun qui m'a contraint à aller au Cameroun. Donc, j'ai dû plaider ces dossiers dont je faisais des allers-retours. Après, finalement, j'avais plus d'argent, il faut dire la vérité, pour continuer ma formation aux États-Unis. Donc, j'ai préféré me réinsérer professionnellement à nouveau à Paris, puisque j'étais toujours inscrite au barreau de Paris. Et donc, finalement, je pensais que c'était pour un temps. Finalement, j'ai repris goût à Paris. Et j'ai oublié un peu les États-Unis où finalement j'y vais en vacances simplement parce que j'y ai de la famille. Et je me suis réinstallée à Paris. Et étant à Paris, j'ai eu envie de prêter serment au Cameroun. Et je suis partie prêter serment au Cameroun. Et donc comme mon instinct de prof ne m'avait pas quitté, et un jour un ami m'appelle, il me dit qu'ils sont en train de chercher un prof
à l'école de commerce là-bas et qui m'a vu intervenir à l'occasion d'un colloque et qu'il pense que est-ce que ça m'intéresserait. J'ai dit oui, je suis allée à l'INSEC, ils m'ont retenu. Donc j'ai enseigné là-bas pendant plusieurs années et même si je vais encore aujourd'hui, j'y vais, mais c'est parce que le temps m'a manqué par la suite. Et donc après aussi, il y a quelques années, mon ancien directeur de l'école d'avocat m'a appelé parce que il cherchait quelqu'un ayant mon profil pour donner cours à l'école d'avocat. Donc je suis allée là-bas, j'ai aussi intervenu ce que j'ai intervenu. Aujourd'hui encore, j'interviens un peu comme, plus comme prof, mais comme tuteur, simplement parce que le temps me manque et qu'on ne peut pas tout faire. Notamment lorsqu'on devient maman, qu'on fonde une famille et qu'on ne peut pas tout concilier. J'arrive avocat au barreau de Paris après avoir eu mon certificat d'aptitude de la profession d'avocat. Après, je prête serment parce qu'à l'époque, il fallait avoir une collaboration pour pouvoir prêter serment. C'était un parcours du combattant parce qu'on envoie des centaines et des centaines de CV en espérant qu'un cabinet retienne. Et comme à l'époque, j'étais déjà impliquée dans la vie associative parce que c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, j'ai rencontré beaucoup de monde parce que c'était une association qui fait toujours beaucoup de politique ou des choses comme politique du barreau, je vais dire des élections, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le premier cabinet. Donc, j'ai commencé là. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été interrompue parce que j'ai voulu aller finir mon postdoc et faire le barreau des États-Unis. Au bout d'un an, je suis repartie sur le Cameroun en 2006 où j'ai plaidé à la chambre criminelle spéciale. Après, on est allé à la Cour suprême. C'est d'ailleurs la première fois que je rédigeais des mémoires à la Cour suprême parce qu'à Paris, je suis simplement avocate à la Cour d'appel et au TGI, etc. Donc, pour moi, ça a été une grande expérience. Donc, j'ai fait ces mémoires-là pendant 5 ans à la Cour de cassation du Cameroun. C'était en matière criminelle des affaires. J'ai fait beaucoup du droit des affaires, qui est ma formation de base, parce que le droit pénal, je m'en suis imprégnée parce que le premier cabinet dans lequel j'ai été, c'était un cabinet qui faisait beaucoup du pénal. Et le premier dossier que j'ai plaidé, c'est un dossier de droit pénal, justement, en matière de violence conjugale. Mais je suis passionnée parce qu'aujourd'hui, je plaide beaucoup aux assises. Je défends aussi bien les accusés que les victimes. J'ai fait beaucoup du droit du dommage corporel, du droit du travail, du droit de la famille, du droit des personnes. Oh, this life is wonderful. Don't be proud because you have it. It comes from God. Le cabinet Jean Avocat est en pleine restructuration. On peut dire que le cabinet se porte assez bien, mais ce serait bien qu'il se porte très bien. Disons qu'on a des dossiers qui rentrent, de plus en plus on est connu. Et souvent, c'est pas trop, peut-être parce qu'on a un site internet, peut-être parce qu'on s'est fait voir à gauche ou à droite. On a quand même eu à traiter quelques dossiers qui sont passés à la télé par-ci par-là. Mais bon, avec ma charge de travail au Conseil de l'Ordre aussi, ce n'est pas toujours évident pour moi de suivre stagiaires ou collaborateurs parce que je manque cruellement de temps. Chers consoeurs, chers confrères, vous serez appelés à voter dans quelques temps des nouveaux membres au sein du Conseil de l'Ordre. Fabien et moi sommes des candidats indépendants et exerçons dans des cabinets dits généralistes. Intéressés par les problématiques de nos confrères et après de longues années d'exercice professionnel et d'engagement associatif, l'Ordre nous paraît être l'aboutissement logique de cet engagement au service de nos confrères. C'est une belle aventure qui commence alors que ce n'était pas prévu. Aimant souvent la vie associative, j'ai eu à suivre des candidats au bâtonnat ou au Conseil de l'Ordre. Et jusqu'à ce que les amis commencent à me dire, Marie-Claude, vas-y, on pense que, une fois je refuse, 2 fois je refuse. Et quand c'est devenu pressant en disant, mais pourquoi tu n'y vas pas? Ceux qui sont élus, ils ne sont pas mieux que toi. Qu'est-ce que tu penses toi, etc. C'est une très belle aventure parce que j'ai dû prendre sur moi, parce qu'on faisait campagne toute la journée, donc j'ai rencontré énormément de monde. Tu dois apprendre à te vendre.
parce que tu es devant des gens qui te regardent, tu te présentes candidat, dis quelque chose qui va nous donner envie de t'élire. Donc il faut donner envie aux gens, au-delà de ta couleur de peau, de te découvrir, de voir ce que tu as dans le fond. Donc, et même d'amadouer certains sceptiques. Ce que moi j'ai appris, c'est qu'en fait, on va au-delà des préjugés et que réellement les gens ils lisent vraiment les profils des uns et des autres, les écoutent réellement. Et pour moi, c'est une aventure humaine extraordinaire. Les principales difficultés, d'abord, c'est la préparation. C'est-à-dire qu'une élection comme celle-là, on l'imagine pas forcément comme elle est. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire campagne, mais on n'imagine pas le temps que ça prend exactement. Il faut être à jour de toutes les questions qui se posent la profession, parce que quand on va dans des cabinets, on vous pose des questions d'actualité. Par exemple, c'est quoi, que pensez-vous du numerus clausus pour la profession d'avocat? Alors, qu'est-ce que vous pensez apporter au Conseil de l'ordre? Mais les gens t'écoutent. Comment tu improvises des réponses sur des questions cruciales qui tiennent à cœur la profession. Et la deuxième difficulté, c'était le financement, parce que beaucoup de candidats, en réalité, sont portés par des associations ou des syndicats, ou des gros syndicats. Parce que ça coûte cher, parce qu'en fait, on ne facture pas. Parce que moi, j'ai fait campagne de septembre à décembre, je ne facturais pas. Et l'autre difficulté, c'est que dans le même temps, le barreau du Cameroun m'a appelé, j'avais posé ma candidature j'avais fait un dossier en 2015. C'est juste en pleine campagne qu'il m'appelle une semaine avant pour me dire « Ah, finalement, on est prêt à faire des prestations de serment en plein novembre. » Alors que la campagne battait son plan. Et j'ai dû aller au Cameroun. Et quand je suis revenue, j'étais épuisée. J'ai dû prendre un jour comme ça en pleine campagne. Je me suis reposée, je suis rentrée chez moi malgré le bilan. Donc la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire le temps que ça prend, l'exercice que ça prend. Et ça demande aussi d'apprendre à rester aimable dans un environnement concurrentiel. First I get cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got. It must be love. Quand on est membre du Conseil de l'ordre, on travaille au sein des commissions. Donc il y a le travail du Conseil de l'ordre lui-même, c'est-à-dire qui délibère sur des sujets, des rapports, etc. Parce que le Conseil de l'ordre aussi, on fait des propositions, des projets de loi, etc. Tous les jours, on traite avec l'Assemblée, tout ça. Et il y a aussi qu'on travaille pour l'intérêt de la profession. Donc l'intérêt de la profession est divisé à l'intérieur de plusieurs commissions de travail. Par exemple, moi je suis à la commission internationale où je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion d'intervenir, mais par exemple, je compte aller à Haïti parce que là ils m'ont mis président d'honneur de l'association des juristes et magistrats avocats pour Haïti. Donc il y aura la prochaine conférence interbarreau là-bas. Dans le cadre donc du Conseil de l'ordre, je siège à la commission internationale, je suis à la commission de l'exercice professionnel, à la commission aussi des successions d'avocats, parce qu'il faut savoir que notre métier, parfois il arrive que les confrères n'aiment pas transmettre les pièces. Par exemple, on a un client qui décide de changer d'avocat, il arrive parfois que les avocats ne veuillent pas transmettre le dossier. Donc j'appartiens au total à cette commission, dont on ne va pas les détailler, et tous les mardis on siège au Conseil de l'ordre où on apprécie des rapports sur tel ou tel sujet qui intéresse la profession, on délibère, et parfois ça peut être très très long. J'ai prêté serment au barreau du Cameroun l'année dernière, en novembre 2016, le 2 novembre exactement, mais je plaide au barreau du Cameroun depuis 2006, grâce à des conventions interbarreaux entre le barreau de Paris et le barreau du Cameroun, qui me permettaient justement en tant qu'avocat au barreau de Paris, de pouvoir plaider au Cameroun. Donc j'ai plaidé de nombreux dossiers au Cameroun, notamment en droit des affaires et en droit pénal essentiellement. Voilà, et donc j'ai même dispensé des formations pour des jeunes confrères au Cameroun en matière de droit au WADA. Donc on a fait un colloque l'année dernière sur l'émergence par le droit en 2015. Et d'ailleurs, s'agissant du Cameroun, s'il plaît à Dieu, dans quelques semaines, donc on va faire un autre colloque. Mais là, c'est un forum économique sur l'apport de la diaspora sur le continent africain. Voilà.
La relation que j'ai avec le Cameroun, c'est comme la relation qu'un homme a entre sa mère et sa femme. Sa maman, on ne la choisit pas, mais on sait qu'on lui appartient. Elle nous a mis au monde. C'est la relation que j'ai avec le Cameroun. Donc c'est un amour qui est indéfectible. Et la relation que j'ai avec la France, c'est le pays qui m'a offert aussi mes opportunités professionnelles, où se trouve ma famille, où j'ai fondé ma famille. Et il faut dire que je me plais aussi bien en France, c'est pour ça que je m'y trouve. Donc c'est cette relation qu'on a entre une femme qu'on aime, donc qui sera la France, et une maman qu'on aime aussi, qu'on adore, et qui sera le Cameroun. Oh, all I needed was one look, one magic moment. Dans notre profession, quand on travaille dans des cabinets, parfois, il est difficile de concilier vie professionnelle et vie familiale. Parfois, il arrive que des cabinets, d'une manière implicite ou explicite, n'aiment pas le fait de voir des associés ou des collaborateurs tomber enceintes. À l'époque, moi, j'étais dans un cabinet dans le 13e. Et il faut dire que 2 ans auparavant, c'est-à-dire en 2010, j'ai perdu mon bébé de suite d'une erreur médicale. Ça m'a beaucoup traumatisée à la maternité parce que j'ai failli mourir moi-même parce que je suis restée hospitalisée 1 mois à la maternité. Et ensuite, donc en 2012, quand je suis retombée enceinte, les médecins m'ont dit il faut être prudent, il faut prendre du repos, on ne veut pas que ça se répète, etc. Et dans l'ancien cabinet, ils n'ont pas apprécié en disant oui, mais bon, oui, mais toi, tu prends des repos. Je dis, mais attendez, vous ne voulez quand même pas que moi, je vais prendre des risques. Donc, c'est quelque chose quand même, quand on décide de devenir avocat, que les gens doivent savoir que ce n'est pas évident de concilier vie professionnelle et vie familiale. Moi, j'ai la chance de vivre avec un homme qui m'encourage beaucoup dans ma carrière. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc j'ai un petit garçon magnifique qui va avoir 5 ans là et vraiment adorable. Donc avec son papa, on essaie de lui donner des valeurs de vie, etc. Ma vie associative, elle est dense. Mais j'essaie de faire de telle sorte qu'elle n'empiète pas sur ma vie professionnelle et familiale. Je suis présidente de l'Association des juristes camerounais de la diaspora, présidente du Cercle de l'économie et du droit, présidente de Mondial Écan, qui est une association culturelle. Je suis vice-présidente du réseau AEA, réseau Afrique Espoir Avenir. Je suis vice-présidente de l'Afrique du Palais. Je suis vice-présidente de l'ACM, l'Association des avocats d'origine africaine, Caraïbes et Maghreb. Je suis ancienne vice-présidente de Barreau Pluriel. Donc c'est une vie associative très riche. J'ai eu plusieurs distinctions, notamment j'ai été honorée du titre qui m'a fait très plaisir d'ailleurs, Woman Leadership Awards. J'ai eu aussi le prix de l'avocat de l'année 2016. Meilleure avocate de l'année, j'allais même dire de la décennie, car c'est une grande figure, c'est une figure de proue, n'est-ce pas, du barreau parisien. Le Cameroun peut être fier d'elle, nous sommes fiers de toi, la diaspora est fière de toi, le Cameroun tout entier, je dirais l'Afrique et même la Caraïbe. C'est qu'il faut rester intègre, il faut avoir des valeurs, il faut croire en soi, il ne faut pas se compromettre pour tout et pour rien. Il faut rester positif, même dans de l'adversité. Refuser la facilité. La vie, ce n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. Maître Jean, nous venons de suivre votre brillant parcours. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous dire quelles sont les principales leçons que vous-même avez retenues ou que nous pouvons retenir de votre brillant parcours? Le travail, la ténacité, la persévérance, la foi en soi sont utiles. Il faut avoir des valeurs dans la vie auxquelles on croit. Ce statut, c'est? La statue de la liberté. Oui. Ouais. À Place de la République, tu vois, à chaque fois sur cette place-ci, c'est quand même le symbole de toutes les revendications sociales. Oui. Donc à chaque fois, il y a des manifestations ici.
On a eu tout à l'heure, là. Voilà. À chaque fois, on essaie d'encadrer. Les syndicats défilent. On est contre la loi travail, c'est ici où les gens vont se rassembler. On est contre telle réforme, c'est ici, etc. Donc c'est vraiment la place où les gens veulent s'exprimer, la place du droit. Ouais. Maître, nous sommes ici à la place de la République, en plein cœur de Paris. Il nous est revenu que les mètres carrés coûtent une fortune ici. Comment on fait pour être noir, membre du barreau et avoir son cabinet place de la République? Il y a le facteur chance, il y a le fait de bosser dur, il y a le fait aussi d'être intègre et qu'il faut avoir une réputation qui donne envie aux autres d'être avec toi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la jeunesse camerounaise qui, quoi qu'on dise, est en perte de repère? Dans la jeunesse camerounaise, toute la jeunesse n'est pas perdue. Parce que souvent, j'ai discuté aussi avec des jeunes Camerounais très avertis, cultivés, qui s'intéressent aux questions sociales, d'actualité, qui entourent le monde. Être dans le 21e siècle, regarder le monde autour de soi, comment ça se passe. Mais surtout des valeurs comme celles que m'ont appris les parents, que la première des richesses, c'est le travail, la persévérance, avoir un objectif, croire en ses rêves, être intègre. Pour moi, vraiment, l'intégrité, c'est une notion fondamentale. Ouais. Maître, nous arrivons au terme de cet entretien. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre disponibilité. Cela n'a pas été facile, ça fait quelques jours que nous vous avons contacté et vous avez accepté de partager votre expérience avec les jeunes Camerounais. Merci. Au nom de toute l'équipe de carrière et surtout de l'équipe de carrière basée à Paris, c'est-à-dire Hilaire Sopi et Joël Moncam qui sont derrière la caméra, je vous souhaite à vous, cabinet et gens avocats, bonne continuation et j'espère que vous continuerez à faire la fierté du Cameroun. Maître, merci. C'était un plaisir, merci. Alors que nous sommes tous devenus internautes et avec l'exhortation qui nous est faite d'être présents dans les réseaux sociaux, il nous arrive en tant que professionnels ou entreprise de ne pas savoir gérer notre réputation après avoir posté des contenus, puisque ceci peut faire appel à des commentaires dits négatifs. Comment y répondre? C'est là qu'intervient la question de l'irréputation. Comment gérer votre réputation dans les réseaux sociaux ou dans Internet de manière large? Chez Camden nous donne des conseils et astuces dans la rubrique coaching. Bonsoir et bienvenue dans votre rubrique coaching. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle thématique. Il s'agit de comment gérer sa e-réputation. Alors, pour ceux qui sont déjà sur la toile, ils savent l'importance de gérer leur réputation en ligne. Pour ceux qui n'y sont pas, allez sur les moteurs de recherche, comme Google par exemple, tapez votre nom ou encore l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous allez voir des résultats de recherche qui vont correspondre à plusieurs éléments, des avis qui sont formulés sur votre marque ou alors sur l'entreprise que vous gérez. Et ça vous montre que même sans vous implanter sur Internet, vous êtes déjà présent sur la toile et on parle déjà de vous. Alors, quels sont les principaux risques quand on n'est pas sur les réseaux sociaux et sur la toile en général? Le premier risque, c'est que vous n'allez pas écouter vos clients. Parce que lorsque vous n'êtes pas sur Internet, vos clients, ils sont généralement regroupés dans des forums ou dans des espaces de discussion et échangent sur leur retour quant à l'utilisation de votre produit ou de votre service. Le deuxième risque, c'est que vous allez laisser la place à vos concurrents de parler de votre service. Si vous commercialisez un service A et que vous avez environ 2 ou 3 concurrents, vous allez les laisser, ceux qui sont déjà sur la toile, parler de ce service et se positionner lorsque quelqu'un va faire la demande de ce service sur les réseaux sociaux ou alors dans les moteurs de recherche. Le troisième risque, généralement, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous référencer sur les moteurs de recherche. Car généralement, lorsque l'on recherche une information sur Internet, le premier réflexe, c'est d'abord d'aller vers un moteur de recherche. On ouvre par exemple Google, Yahoo ou Bing, on tape l'objet de sa requête et on va tomber sur une série de résultats. Alors, lorsque quelqu'un va peut-être taper chaussures Yaoundé, vente, il va tomber sur un ensemble d'éléments de personnes qui se sont référencées ou d'entreprises qui commercialisent des chaussures à Yaoundé. Et si vous faites dans la vente des chaussures à Yaoundé et que vous n'avez pas pris le temps de travailler votre référencement sur les moteurs de recherche, vous verrez que la personne qui recherche le produit
que vous commercialisez ne va pas vous trouver. Alors, comment s'implanter sur Internet? De façon basique, on va vous dire qu'il faut un site web. C'est vrai en partie, mais le plus important, c'est d'abord de définir des objectifs d'implémentation. Car on ne va pas sur Internet juste pour s'amuser. Ce n'est pas un effet de mode. Donc, la personne qui va vous faire une stratégie d'implémentation sur le web va forcément vous conseiller d'aller sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, on a des objectifs assez clairs. La visibilité, la notoriété, la vente, le référencement, le développement de la marque employeur, l'affinité même avec ses clients qui sont déjà, ou alors avec les futurs prospects ou la communauté qui va se construire autour de vous, ou encore le recrutement de vos futurs employés. Et donc, après ça, vous allez pouvoir construire une vraie communauté, recruter des professionnels dans le marketing digital, notamment des community managers ou encore des social media managers qui vont alimenter votre présence sur Internet, fournir du contenu, répondre aux membres de votre communauté et justement continuer à faire grandir ce lien interactif entre vous et vos abonnés. Alors, nous allons aborder le dernier point. Il s'agit de gérer un commentaire négatif. Car les community managers qui gèrent au quotidien des communautés sont souvent confrontés à des retours négatifs sur les plateformes qu'ils gèrent. Lorsqu'un commentaire négatif arrive, la première chose, c'est qu'il faut identifier le commentaire. Ça suppose qu'il faut comprendre l'objet du commentaire. Est-ce que c'est un problème lié à votre service? Est-ce que c'est juste un client mécontent? Ou alors c'est quelqu'un qui a un problème précis avec vous et qui n'est peut-être pas client chez vous? La deuxième chose, c'est qu'il faut documenter le commentaire négatif. Pensez à faire des captures d'écran pour les stocker dans votre ordinateur ou dans le dossier qui seront utilisés peut-être à la fin du mois lors de vos rapports mensuels. La troisième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas effacer le message. En résumé, nous avons vu aujourd'hui comment gérer sa e-réputation. Premier élément, il faut d'abord penser à bâtir une stratégie d'implémentation sur Internet. Le deuxième élément, c'est qu'il faut définir ses objectifs, savoir ce qu'on recherche en s'implantant sur la toile. Le troisième élément, c'est surtout de recruter des professionnels qui vont s'occuper de la gestion de votre e-réputation quotidiennement sur la toile. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans une prochaine édition de votre émission Carrière. Mesdames, Messieurs, Carrière est un programme que nous voulons éducatif et nous espérons que cette autre édition vous aura permis à vous de développer vos compétences parce que nous avons le souhait de vous voir réussir dans vos carrières respectives. Il ne me reste plus qu'à remercier l'équipe de production conduite ici en plein cœur de la poste centrale. Vous voyez le risque que nous avons pris de conclure cette édition donc ici en compagnie de Alain Kwama à la réalisation, Grace Photo et Arnold dans la caméra. Mesdames, Messieurs, notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision pour une nouvelle édition de Carrière. Carrière vous est offert par Orange. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité. Orange.